La parole est à Madame Émilie Bonnivard pour le groupe Les Républicains. Madame la présidente, Madame la ministre, Monsieur le ministre, Monsieur le président de la commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Les représentants du peuple français ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs. Ces mots sont ceux du préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Nous, constituants, avons un devoir fondamental, veiller au respect de l'esprit et de la lettre de cette déclaration dès lors que nous nous apprêtons à modifier notre Constitution. Parmi les droits que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qualifie de naturels et imprescriptibles figure notamment en son article 2 la liberté. C'est en s'appuyant sur cet article que le Conseil constitutionnel a jugé l'interruption volontaire de grossesse comme principe à valeur constitutionnelle. La liberté pour la femme de mettre fin à sa grossesse est déduite de ce droit fondamental à la liberté. Dans leur immense sagesse, nos illustres prédécesseurs ont défini à l'article 4 de cette même déclaration ce qu'est cette liberté, ce droit naturel et imprescriptible. Je cite : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. » La liberté mentionnée n'est donc pas absolue. Elle ne revient pas à faire absolument tout ce que l'on veut. Elle est limitée par le fait de ne pas nuire à autrui et donc par un autre droit fondamental, le droit de toute personne à la vie, déduit de cette même déclaration et mentionné par l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. C'est précisément cet équilibre fragile entre ces deux libertés ou droits fondamentaux que la loi Veil du 17 janvier 1975 a réussi à protéger. Le respect de la liberté de la femme de mettre un terme à sa grossesse et la protection du droit de l'enfant à naître. Je souhaite rappeler ici que dans son article 1er, la loi Veil consacre, je cite, « le principe du respect de l'être humain dès le commencement de sa vie ». La loi Veil, c'est aussi cela, tout en permettant à la femme de mettre un terme à sa grossesse, à l'époque jusqu'à la 10e semaine et dans des conditions spécifiques comme la détresse de la femme. En somme, la loi Veil prévoit qu'au cours des premières semaines de la grossesse déterminées par la loi, c'est la liberté de la femme qui prévaut, mais qu'après la fin du délai de l'IVG, c'est la protection de l'enfant à naître qui prévaut. C'est donc cet équilibre délicat, ténu, la conciliation de ces deux principes fondamentaux que nous devons préserver alors que nous débattons de l'inscription de l'IVG dans notre Constitution. Et à la lecture du discours de Simone Veil à cette tribune il y a 49 ans, je suis convaincue d'une chose, c'est que l'intention de Simone Veil ne relevait pas du militantisme. Je crois que Simone Veil visait, comme législatrice, de manière pragmatique, responsable et humaine, à mettre fin à des situations de détresse inacceptables pour les femmes. Alors que des pratiques illégales d'IVG étaient courantes, avec tous les risques connus pour la vie et la fertilité à venir des femmes. Elle visait à accorder le droit de l'époque à une réalité sociale incontestable. Elle visait aussi à mettre fin à la peur et à la culpabilité de la femme d'être hors la loi. Valéry Giscard d'Estaing, alors président de la République, disait au sujet de cette loi qu'elle visait à mettre fin à une situation de désordre et d'injustice et à apporter une solution mesurée et humaine à un des problèmes les plus difficiles de notre temps. Sans la volonté de Valéry Giscard d'Estaing, sans le souhait de Jacques Chirac, alors Premier ministre, sans l'humilité de Simone Veil, sans la mobilisation de députés sur tous ces bancs, l'IVG n'aurait pas été inscrit à l'ordre du jour de notre Assemblée et n'aurait pas été voté. Je ne laisserai donc personne, durant ces débats, avoir des propos réducteurs à l'égard de la droite républicaine, des Républicains que j'ai l'honneur de représenter. Car la loi Veil de 1975 et de très nombreux droits relatifs aux droits des femmes ont été présentés et portés par des gouvernements de droite. En revanche, oui, chez les Républicains, nous revendiquons une exigence forte, celle de nous assurer que toujours l'équilibre de la loi Veil soit respecté et de respecter
la liberté de conscience de chacun. Si à titre personnel, en tant que femme, je suis favorable à l'inscription de l'IVG dans la Constitution, comme législateur, comme constituant, j'ai un devoir fondamental, prioritaire sur mon avis personnel et ma condition genrée de femme. M'assurer que cette inscription de l'IVG, à laquelle je suis favorable, n'aboutisse pas d'une manière ou d'une autre à la négation, à la réduction, au grignotage d'un autre droit fondamental qu'est le respect de la vie humaine. Car ces droits n'ont pas à être hiérarchisés. Humainement, je ne pourrais l'accepter. Et j'estime que je suis un homme, une femme, au sens de la Constitution, et que je ne me réduis pas à mes ovaires. Or, à ce stade, un certain nombre de doutes peuvent exister, Monsieur le Ministre, notamment en raison de la modification par le Gouvernement de la rédaction du texte de notre collègue Philippe Bas, président LR de la Commission des lois du Sénat. Il avait su trouver une rédaction de compromis votée notamment par la gauche sénatoriale. Si nous avions débattu du texte du Sénat aujourd'hui, nous aurions eu, je pense, un vote conforme et un vote rapide au Congrès. Le Gouvernement a voulu rajouter dans sa rédaction que la liberté de la femme d'avoir recours à l'IVG lui est garantie. Aussi, le Gouvernement ouvre un questionnement sur le caractère opposable de cette liberté qui pourrait risquer, dans les faits et dans l'analyse, de compromettre un autre principe fondamental qui est le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Monsieur le ministre, vous nous avez rassurés dans vos propos liminaires, mais nous aurons besoin d'être rassurés. Nous avons dit en commission que nous n'avions pas à nous inquiéter, que l'avis effectivement du Conseil d'État devait nous rassurer. Or, il n'en reste pas moins, Monsieur le ministre, que c'est nous qui faisons la loi et en l'espèce qui modifions la Constitution. Aussi, j'aurais besoin que vous nous précisiez, que vous nous expliquiez un cas très concret, comment pourrait statuer le Conseil constitutionnel face au cas suivant. Une femme ayant découvert sa grossesse tardivement, à la 12e semaine par exemple, vivant éloignée d'un centre hospitalier ou n'ayant pas pu avoir accès à un médecin ou une sage-femme dans les temps, puisqu'on le sait, malheureusement ça arrive dans notre territoire, estime que sa liberté, qui lui est pourtant garantie par la Constitution, n'a pas été effective. Elle demande donc d'avoir recours à l'IVG hors délai. Que dira le juge constitutionnel? Comment statuera-t-il? Nous aurons besoin de vos réponses. Autre doute. Aujourd'hui, la liberté de la femme à avoir recours à l'IVG est un principe à valeur constitutionnelle. Le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie est également un principe à valeur constitutionnelle. Autrement dit, ces deux principes ont la même valeur au regard de notre Constitution. Or, demain, avec ce texte, l'IVG sera inscrit en toutes lettres dans un article de notre Constitution et je le redis, j'y suis favorable. Mais en revanche, le droit de l'enfant à naître, lui, ne le sera pas. Que dira le juge constitutionnel le jour où il aura à interpréter l'intention du constituant dans ce qu'il a fait, mais également dans ce qu'il a décidé de ne pas faire? Pourquoi ne pas avoir inscrit dans les mêmes termes la liberté pour la femme de recourir à l'IVG et le droit de l'enfant à naître dans la Constitution? C'est sur ces doutes, ou en tout cas ces possibles interprétations, que nous aurons besoin d'être rassurés. Il s'agit bien collectivement, chers collègues, de se tenir à l'écart de deux extrêmes qui agissent au sein de notre société. Et malheureusement, je ne souhaitais pas le dire, mais suivant les deux précédentes interventions, parfois au sein de notre hémicycle. La vision extrême selon laquelle le droit de l'enfant à naître prévaut sur la liberté de la femme et qu'à ce titre, l'IVG devrait être remis en cause. Et l'autre vision extrême selon laquelle la liberté absolue de la femme prévaut sur le droit de l'enfant à naître et qu'à ce titre, l'IVG ne peut avoir aucune limite. Je me demande dans quelle mesure ces extrêmes ne se nourrissent pas l'un l'autre. C'est bien pour nous prémunir du premier extrémisme que l'inscription de l'IVG dans la Constitution est à l'ordre du jour et que j'y suis favorable, même si l'IVG n'est pas en danger juridiquement en France. Ce droit est remis en cause dans la plus grande des démocraties. S'il vous plaît. Ce droit est remis en cause dans la plus grande des démocraties du monde, les États-Unis. De même en Europe, à quelques centaines de kilomètres de notre pays, en Pologne ou en Hongrie. On ne peut pas faire comme si cela n'existait pas. Le pire n'est jamais certain, certes, mais malheureusement, l'histoire nous a suffisamment démontré qu'il était possible. C'est une réalité, une forme d'extrémisme dont il n'est pas incongru de se préserver par ce texte.
Mais nous devons aussi rejeter avec la même force l'autre extrémisme et nous en prévenir, selon lequel le droit de la femme est absolu et qu'il permettrait, si on le suit, d'avoir recours à l'IVG à 6, 7, voire 9 mois. On a débattu ici d'un amendement sur l'IMG en cas d'une détresse psychosociale qui a été censurée par le Conseil d'État. Ces forces agissent dans notre société et dans notre hémicycle et je crois qu'il est très important et notre devoir essentiel en tant que constituants de maintenir ces extrêmes à égale distance de notre travail pour maintenir l'équilibre de la loi Veil. Je vous remercie. Merci beaucoup, mes chers collègues. La parole est à présent à